et bienvenue dans RGTV, bienvenue dans votre émission Conversation 2.0, l'émission que vous aimez tant, l'émission où nous parlons des sujets tabous, des sujets que les gens n'aiment pas en parler. C'est là où nous traitons. Je vous avais promis que je suis des retours, vous pouvez les sentir. Alors pour ce soir, nous avons le réel plaisir de continuer encore sur le sujet auquel nous avons déjà commencé de la drépanocytose. Nous sommes avec nos invités avec qui nous allons continuer à parler de ce sujet, mais seulement pour ce soir, j'ai reçu mon père. Pour la toute première fois sur ces plateaux, je tiens quand même à faire une présentation assez très spéciale. Je suis désolée, excusez-moi, comprenez quand même. Je vous présente mon père. Il nous vient de très loin, il nous vient de Kinshasa, Monsieur Dr Léonard Mabwa. Bonsoir papa. Bonsoir, je ne sais pas si je veux continuer à parler de vous, je veux continuer à dire docteur ou je dirais bonsoir, papa, ou je dirais... Non, là je ne suis pas papa, je suis docteur. Ok, merci. Merci d'être clair, on vous reçoit aujourd'hui docteur. Merci d'être venu sur le plateau de RGTV. C'est un réel plaisir. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez vous introduire pour ces grands publics, les gens qui nous aiment, les gens qui suivent RGTV, qui aiment suivre Conversation 2.0, qui puissent savoir qui vous êtes. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas dire maman journaliste tout ça. Étant donné que, comme tu as dit, tu es ma fille, merci pour la présentation. Je me présente moi-même, Dr Mabwa Léonard. Je suis papa de notre journaliste du jour. Voilà, en bref, ce que je peux dire. Je viens de Kinshasa, où j'exerce comme médecin, mais plus précisément manager du laboratoire mobile LAMO en sigle. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ils pourront tout de même chercher à savoir LAMO se trouve où ça, LAMO c'est quoi, et tout. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, nous avons ici le président qui nous a fait l'honneur d'être ce soir avec nous. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à signaler, te recevoir en tant que médecin, corps médical. Eh oui, Boyeba qui était à Dallas, vous connaissez ça. Président Junior, elle est tout ça là. Non, il est médecin de formation. Papa Junior, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter pour une présentation spéciale en tant que médecin? Merci beaucoup, Maman Abigail. Merci pour l'invitation de RGTV. En tout cas, je suis M. Junior Kalonji, pour ceux qui me connaissent à Dallas, dans le business, mais qui ne savent pas que d'abord je suis médecin de formation et j'ai eu mon diplôme depuis 2011. Et en venant aux États-Unis en 2013, je me suis lancé dans d'autres domaines. C'est dans les sangs. C'est vraiment dans les sangs. Merci beaucoup d'être là ce soir. Et puis nous avons notre charmante maman Yasmine qui nous a fait aussi le plaisir de retourner encore une fois de plus sur le plateau de RGTV. Comment vous allez, maman Yasmine? Oui, je vais bien, merci. Merci de m'avoir encore reçu. Merci de votre présence. Alors, comme j'étais en train de signaler tout à l'heure, nous avons commencé à parler d'un sujet, je crois, qui touche pas mal de personnes déjà. On tient à signaler 300 000 enfants qui naissent par année, qui sont drépanocytaires, mais j'aimerais quand même que nous puissions parler de ces sujets-là encore une fois de plus. J'avais promis aux gens qui nous suivent que nous allons recevoir pour eux le corps médical et avec eux, nous allons parler de ces sujets. Mais je tiens à vous signaler, abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification. Je crois que quelqu'un va se retrouver et quelqu'un va trouver de réponses à ces questions sur la conversation de ce soir. Alors, nous sommes en train de parler de la drépanocytose. Déjà, la fois dernière, avec maman Yacine, nous avons essayé de définir déjà brièvement c'était en fait quoi la drépanocytose, mais de façon générale, la compréhension générale de cette maladie. Docteur Mabwa, oui. De façon générale, pour que les gens puissent comprendre la drépanocytose. Bon, d'une manière simple, je peux dire que la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine. Voilà. Ça, c'est d'une manière succincte, c'est ce que je peux dire. Donc, génétique de l'hémoglobine. En outre, la maladie de sang. Est-ce que c'est une maladie qui peut être transmise, genre maladie transmissible? Bon, il faut pas, quand vous parlez de la maladie, il ne faut pas voir ça comme le Covid-19, ou bien comme
le paludisme, mais c'est une maladie transmissible. En fait, pour être drépanocytaire, il faudrait recevoir 2 gènes. L'un des parents vous donne les gènes S, l'autre aussi vous donne son gène S. Avec les 2 gènes ensemble, font que l'enfant soit drépanocytaire. Vraiment de manière terre à terre. Je le dis comme ça pour une bonne compréhension. Ok, donc héréditaire, mais ce n'est pas... En fait, non, dans ma tête, quand je pensais, donc tout le monde a contagieuse. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais d'une maladie qui se transmet, en fait, en réalité, j'étais en train de penser, c'est une maladie contagieuse. Oui, c'est comme ça que je dis, il ne faut pas comparer ça au Covid-19. Faut bien... J'ai dit autre chose, mais j'étais en train de penser à autre chose. Je ne sais pas comment j'ai imaginé que c'est les sangs. C'est les sangs. C'est les sangs. Vous allez souffrir aujourd'hui. C'est les sangs. Mais bon, président, c'est un plaisir de vous avoir ici sur ces plateaux. Je crois aussi certainement que vous avez eu à travailler avec de personnes porteurs de cette maladie. Mais vous pensez, en fait, une maladie qui tient plus l'Afrique en général, mais pourquoi plus précisément une partie? Je ne sais pas moi si partout dans le monde ou ailleurs, les gens aussi en souffrent. Ou, moi, j'ai fait des recherches où Google me disait plus maladie qui tient beaucoup plus l'Afrique que le monde. Oui, merci beaucoup pour la question. En réalité, pourquoi cette maladie est appelée d'abord comme maladie des Noirs, si on peut utiliser le terme, ce n'est pas seulement pour identifier comme Afrique, mais c'est une maladie qui tient plus ou qui affecte plus la race noire. Je crois que c'est plus par rapport au manque d'informations. Pourquoi? Parce que si vous venez par exemple aux États-Unis, vous trouverez que l'examen d'électrophorèse est déjà fait en avance lorsque l'enfant est né, par exemple. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Raison pour laquelle, des fois, beaucoup de ces mariages qui se sont faits, par exemple, par ignorance, et raison pour laquelle cette ignorance continue à causer des torts jusqu'aujourd'hui. Mais si nous allons expliquer le pourquoi et comment éviter, je crois que cela pourra prendre aussi du temps pour que cela puisse être enlevé dans l'idée d'une maladie d'Afrique ou d'une maladie des Noirs, mais c'est une maladie qui touche tout le monde. Oui. Une maladie qui touche tout le monde, mais une maladie qui est appelée la maladie de Noirs. C'est quand même bizarre parce que si même en Inde, il y a des gens qui souffrent, bon, les Indiens, ben, ça va noirs. En réalité, les Indiens ne sont pas des Blancs. Je crois que c'est la race jaune. Si je ne me trompe pas, c'est la race jaune. Donc, du coup, ça ne fait pas la maladie de... Comprenez que la plupart des résultats de la science sont gérés par les Blancs. Les Blancs, si on peut dire ça. Donc, il est facile d'attribuer ce genre de maladie à une catégorie de personnes, à une race quelconque, alors que si on doit aller par démontrer, vous allez voir que c'est une maladie qui ne touche pas seulement l'Afrique, mais qui touche l'Europe aussi, qui touche aussi côté Inde. C'est vraiment une maladie mondiale. Oui. Alors, il faudrait qu'on puisse parler de différentes formes de drépanocytose, en savoir un peu la différence entre elles, genre le AS, le SS, les SC, je crois. SC, je crois, il y a aussi les F. J'aurais appris, bon, en faisant de recherche. Y a-t-il une différence entre le 4? Oui, avant d'arriver à la différence, si vous permettez, en réalité, il faudrait déjà donner les notions de base sur... C'est parce que c'est tout un cours d'hématologie, mais il faudrait déjà donner les notions de base à quelqu'un pour comprendre que pourquoi cette maladie plutôt touche les sangs. D'abord, vous allez comprendre que dans la composition des sangs, nous avons 4 composantes principales. Il y a les globules rouges, il y a les globules blancs, il y a le plasma et puis il y a les plaquettes. Mais chaque composante a son rôle dans le fonctionnement du sang, parce que le sang, c'est aussi une cellule. Alors, le sang, c'est tout un organe plutôt. Alors, au niveau de la composante qu'on appelle globule rouge, il y a cette protéine qui a la charge de transport de l'oxygène pour les corps humains. Ce qui fait que ces globules rouges qui transportent
l'oxygène à travers cette hémoglobine, c'est par là que vous allez trouver que cette hémoglobine a pris une forme, si je peux dire les termes clairs, c'est une forme de croissant, je crois, D'une banane. d'une banane, et dans les Ils termes appellent souvent ça forme de médicaux, croissant. falciforme, si on peut dire ça. Croissant en chaise. Il y a crescent shape. Ah, dans voilà. le- Ah, Oh, vous ok. êtes fort dans ces termes-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et nous allons maintenant voir qu'il y a plusieurs types de cela. Et comment plus déterminer cela par rapport au type? Et comme docteur Léonard, s'il vous plaît, sorry, et il a soulevé quelque chose de très important déjà de le débit par rapport à la maladie du sang. Et vous allez voir que c'est par là qu'il y aura des spécialités maintenant pour déterminer que voilà, il y a tel type de SS, tel type de AS. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas tout le monde qui a cette gène de S qui est malade. Il y a ceux qui sont porteurs et il y a ceux qui sont malades comme SS. Comme vous avez dit, ceux qui sont porteurs, on les appelle le porteur sain. Une question, je crois que je vous avais posé cette question un peu, je crois, c'était pas moi quand, mais j'ai posé cette question. Le gens que vous dites qui sont de porteurs sains, ça veut dire qu'ils sont AS. Oui. Ces gens-là sont malades en quelque sorte. Non. Attendez, vous avez dit non, mais non. Ils sont malades parce qu'il y a de ceux-là qui comme j'ai suivi partout, ils sont en train, il y a de ceux qui font la maladie. Vous m'avez aussi dit non. Ils sont porteurs AS, mais ils ne sont pas malades et tout ça là, il n'y a aucun signe et tout et autre. Moi, je vous ai parlé alors, c'est là qui ne supportent pas le froid, qui ne supportent pas la chaleur, vous avez dit ça n'a rien à voir. Mais non, et c'est là qui font l'anémie. OK. Quand je vous ai dit, il y a de ceux-là qui sont de AS, mais qui font l'anémie. Cette personne-là est malade, n'est-ce pas? Même les gens qui ne sont pas AS font aussi d'anémie. Exactement. Et c'est plus chez les gens qui sont AS. Non. Est-ce que tu es sûr qu'avoir la statistique qui puisse te confirmer ce que tu dis là? Je suis la statistique. Je suis la statistique. Donc, ça veut dire que la majorité de fois, quand je suis malade, c'est toujours l'anémie. Non, plus moi, je connais des gens qui font tout le temps des anémies, mais qui ne sont pas drépanocytaires. Ah bon? Donc, c'est lié peut-être à autre chose. Oui, bon, si moi je peux répondre par rapport à ça, moi je pense que ceux-là, parce que j'ai aussi entendu quelqu'un parler de ça, qui sont AS, mais ils font aussi genre des malaises, c'est pas des crises, mais ils ont quand même des maux des os par-ci par-là. Moi je pense que c'est quand les S est dominant par rapport au A. Du coup, la personne a tendance à aussi avoir certains symptômes, mais ce n'est pas que la personne est SS, mais ils ont quand même certains symptômes dans le corps, comme des douleurs, comme des fatigues extrêmes, comme vous venez de dire, l'anémie. Je suis aussi d'accord avec papa que ce n'est pas tout le monde qui est anémique et c'est anémique SS, parce qu'une femme grosse aussi est anémique. Tu vois, donc l'anémie, c'est juste un manque de sang. Ça peut être causé par plusieurs choses. Ok, donc. On est anémique quand on a un certain taux inférieur au taux normal. Oui. Là, on parle de l'anémie. Ok, donc du coup, l'anémie n'est pas liée au fait qu'on soit drépanocytaire ou au fait qu'on soit... D'ailleurs, à ces propos aussi, quand nous parlons de l'anémie SS, en soi, quand on est malade, c'est quand les paramètres, comment on dit ça, des signes vitaux nous permettent de les dire ainsi. Mais un drépanocytaire, s'il ne fait pas de crise, mais il est normal. Dès qu'il n'est pas malade. Vous voyez? Mais c'est pendant les moments de crise qu'on peut dire, ah voilà, telle personne est réellement malade parce qu'il est porteur de deux jeunes. Si je peux ajouter à ce que le docteur a dit, en réalité, lorsqu'on parle de l'anémie, ça fait partie d'un des symptômes que la personne peut présenter durant une crise quelconque. Par exemple, si vous prenez le cas de quelqu'un, comme on le disait, quelqu'un qui est AS, en réalité, il est juste un porteur. Mais si vous avez un cas, par exemple, de SS qui est drépanocytaire, celui-là, il a plusieurs crises qui se présentent. Il peut y avoir cas de diminution, comme on le disait, diminution de son taux de sang. Là, on parle maintenant d'anémie. S'il y a une autre crise, par exemple, disons par exemple quelqu'un qui a des douleurs, tout ça, ce sont des symptômes. Donc l'anémie n'est pas du tout
attaché comme une maladie, mais c'est un symptôme qui vient à travers ces signes-là. Parce qu'une personne, pour ajouter, pardon, une personne peut être, n'est pas avoir la crise, mais la personne a vraiment les taux de sang qui est vraiment, d'hémoglobine qui est vraiment bas, mais la personne n'a pas de crise, au fait. Comme aussi la personne peut avoir des crises au niveau de os, mais son taux d'hémoglobine est quand même assez normal. Parce que je ne veux pas dire que les taux d'hémoglobine sont normaux comme les gens normaux, comme d'autres personnes. Comme moi, par exemple, je suis dans les 6. C'est qu'une personne normale, c'est vraiment trop bas. Elle ne peut pas supporter l'hémoglobine à 6. Exactement. Ok. Ouais. Donc, du coup, déjà de moi-même, comme ça, pour ma connaissance, je ne peux pas lier l'anémie à quelqu'un de drépanocytaire. Donc, Non. c'est... C'est parce que vous n'êtes pas aussi drépanocytaire. Bon, oui. Ok. Mais c'est... En fait, personnellement, c'est que je pensais à tout moment. Quand je me disais que je suis AS et j'ai toujours cette diminution-là de sang, je me disais en moi, c'est peut-être parce que je viens d'une liaison de both parents où était aussi porteur son. Et du coup, je me dis, c'est à cause de ça que peut-être que je fais certaines anomalies par rapport à ça, mais pas nécessairement parce que je suis drépanocytaire, en fait. Oui, donc c'est en fait ça, à ça que j'ai pensé dans ma tête. Donc je ne pouvais pas imaginer que ça n'a rien à voir, en fait, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Parce que comme je viens de te dire, une femme enceinte aussi peut avoir, peut aussi être anémique. C'est pas nécessairement que la personne a les traits, comme on dit, des traits, ou la personne est drépanocytaire. Non, pas du tout. Ok. Maintenant, docteur Mabo. Sachez que, excusez-moi, sachez que quand on parle de drépanocytaire, une personne qui est AS, en soi, n'est pas drépanocytaire. Le drépanocytaire, c'est vraiment la personne qui est porteur de deux gènes S. Mais ils ont toujours tendance à s'appeler comme ça, qu'ils sont comme ici, on dit souvent les sarcocères, carrier. C'est juste une mauvaise information en réalité. C'est juste une mauvaise information. On ne peut pas les prendre de la même façon. Ok. Donc déjà, pour commencer, moi, j'allais savoir, c'est déjà à quel âge déjà qu'on peut détecter que cette personne... Bon, ici, on fait ces examens-là. Quand un enfant naît, on fait les examens génétiques déjà pour savoir l'état génétique de l'enfant et entre autres, l'enfant s'est fait tester. Mais vous, tant que médecin à Kinshasa, quand un enfant naît, est-ce qu'on fait déjà le test pour savoir si cet enfant-là est drépanocytaire ou pas? Et si cela est le cas, par rapport au test qu'on fait, est-ce que c'est inclus ou non? Non. D'emblée, on ne fait pas les tests pour savoir si un enfant est drépanocytaire. Parce que ici, quand on les fait, la prise en charge commence quand le bébé naît, quand il est bébé, quand on sait déjà. Oui. Mais ici, c'est comme ça que ça s'est fait. On l'envoie directement ici, mais ça, chez un oncologue. les États-Unis, ça, c'est un pays développé. Si je veux exagérer, je pourrais même dire très développé. Par contre, le Congo, ce n'est pas le cas. Chez nous, quand un enfant naît, le pédiatre constate simplement s'il y a des malformations et qu'on surtout, on s'arrête là. C'est peut-être à 3 mois jusqu'à l'âge de 6 mois, si l'enfant présente des signes, c'est à ce moment-là qu'on pourra penser à lui faire des tests pour déterminer réellement si l'enfant est drépanocytaire ou pas. Donc le signe, la maladie se manifeste déjà à partir de 3 mois, vous voulez dire? Chez certains bébés, déjà à l'âge de 3 mois, on peut avoir déjà des signes. Souvent, les premiers signes, souvent c'est des crises d'anémie, comme on était en train de dire ici. Tu vas voir, on va vous dire, ah, moi, la silimaquille, là, tout ça. Tu vois? Déjà là, quand un bébé fait une anémie comme ça, on s'est dit, il faudrait vraiment qu'on voie bien qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant pour qu'il perde, qu'il ait déjà un taux d'hémoglobine assez bas à cet âge, alors que les enfants, normalement,
quand ils naissent, ils ont des taux d'hémoglobine à 18, Oui. voire même 19 Mhm. grammes pour cent d'hémoglobine. Ok. Et vous verrez un enfant, à 3 mois, il a des taux très faibles. Ouais. Donc, Un enfant de 3 mois. cette suspicion-là pousse maintenant les médecins à demander des diagnostics de cette pathologie. Moi, je pense quand même qu'il serait mieux que peut-être dans l'avenir qu'ils commencent qu'ils incluent ces tests-là d'électrophorèse quand un bébé naît, qu'ils aient déjà, je ne sais pas s'ils font comment on appelle ça, les examens génétiques quand un enfant naît pour savoir cet enfant-là, comment il se porte, est-ce qu'il y a des Non, on ne le fait pas. disorders, toutes ces histoires-là chez un bébé. Non, on ne le Comme fait vous, pas. par exemple, pour moi, Yasmine, vous avez dit ils ont remarqué ça à 9 mois. Oui, parce que moi, il y avait même des signes physiques. Mes mains et mes doigts étaient gonflés. Mhm. Et ce sont aussi les signes. À 9 mois déjà, on pouvait savoir. Parce qu'il y avait mes mains et mes pieds qui gonflaient déjà. Et quand ils sont allés, ils ont fait des tests. C'est là qu'ils ont vu. Et je lisais aussi dans un journal médical que, ici on appelle ça, je pense, legs and arms syndrome. C'est-à-dire, déjà à 9 mois, l'enfant peut développer déjà des signes physiques sans qu'il y ait diminution de sang ou alors crise. Oui, ça Déjà, on fait. physiquement, l'enfant peut déjà développer des signes. Ok, Oui. ok. Tout à l'heure, j'étais en train de poser la question à Papa Junior. Mais à vous, docteur, pour compléter à ce qu'il était en train de dire, quand on parle de AS, on parle de SS, on parle de, je crois, j'avais même écrit ça, on parle de SC, et je crois aussi il y a même F. Y a-t-il une différence entre ces types je crois que j'ai le type, hein? Quelle différence tu cherches là-bas? Parce que Quelle est la différence que tu cherches? non, parce que Ce on n'est dit pas la même chose, mais on ne peut pas vraiment parler des différences parce que toutes sont des hémoglobines. Tu vois, il y a l'hémoglobine C, l'hémoglobine S, l'hémoglobine F et naturellement l'hémoglobine A aussi. Oui. Donc toutes sont des hémoglobines. Mais dire que quelle différence il y a entre ces hémoglobines? parce qu'une personne qui est SC, qui s'est mariée à une personne qui est comment dirais-je, qui est SS, c'est mauvais, non? Tous sont malades. Donc quelqu'un qui est SC, c'est une personne qui est malade. Oui. Oui, parce que C'est quelqu'un qui est SC, qui a l'hémoglobine S, pardon, qui a l'électrophorèse SC, c'est un drépanocytaire. ouais. Donc Quelqu'un SC, qui a SS, qui a l'hémoglobine, l'électrophorèse d'hémoglobine SS, c'est un drépanocytaire. Quelqu'un aussi qui a la thalassémie aussi, c'est Oui. aussi une La forme. bêta-thalassémie, c'est aussi un drépanocytaire. Oui. c'est quoi déjà la Bêta-thalassémie. bêta-thalassémie? La bêta-thalassémie, c'est aussi une pathologie de l'hémoglobine, sauf que ce n'est pas vraiment identique à la drépanocytose SS, mais ils ont des complications semblables. Oui. Parce que moi, je suivais au fait les gens qui ont la thalassémie et les gens qui ont la SS. La différence, au fait, ça s'est fait dans la création des hémoglobines. C'est que l'autre, ça s'est fait dans les alpha, l'autre, ça s'est fait dans les bêta. Il y a quelque chose comme, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, je suivais ça en anglais, au fait. L'autre, ça, c'est comment ça s'appelle? Là où il y a la malformation, en fait, c'est pas... Oui, oui, il y a l'autre qui s'est fait à alpha, l'autre s'est fait à bêta, bêta, mais c'est pratiquement presque la même chose, en fait. C'est juste cette différence-là. Du coup, je ne sais rien de tout ce que vous venez de dire là. Oui, c'est parce que ça demande trop de spécialités. Oui. Mais c'est qu'il faudrait savoir. En réalité, celui qui a, disons, l'hémoglobine S et l'hémoglobine bêta-thalassémie, il a quand même un certain pourcentage de l'hémoglobine A, qui fait que en cas de crise, cette personne, de ce qui vraiment les différencie, comme tu as demandé là, de ce qui les différencie, quelqu'un qui a la bêta-thalassémie ne peut pas faire des crises d'AVC en tant que drépanocytaire. C'est ça. C'est vraiment terre à terre pour faire comprendre aux gens. Oui, c'est seulement aussi j'ai entendu que les gens qui font bêta-thalassémie,
c'est pas assez sévère comme celui qui a vraiment la ligne SS au fait. Ok. Yeah. Alors, par rapport à la paludisme, au paludisme, pardon, quelqu'un qui est drépanocytaire ne peut pas être atteint de la palu. Du palu, non. Qu'est-ce qui fait ça, en fait? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est drépanocytaire ne puisse pas tomber malade, pour ne pas dire régulièrement, comme les Tina Congo, la mingi, malaria à tout moment, malaria. Mais on ne sait pas comprendre pourquoi quelqu'un qui est drépanocytaire ne tombe pas malade pour dire que Azan a malaria. Non, il tombe malade. Bon, il tombe malade, mais on ne va pas dire que Azan a malaria. Si. Comment il ne peut pas avoir la malaria? Bon, j'aurais appris, soit disons que les paludismes, bon, je ne suis pas corps médical, hein. Oui, mais je ne suis pas corps médical, mais il y a quelque chose dans, je sais pas moi, dans le sang, si c'est augmenté, je ne sais pas moi, qui empêche, on sait que cette personne-là puisse tomber malade et faire du paludisme, par exemple. Non, il tombe malade puisque les enfants ou bien des personnes drépanocytaires font la malaria. Mais rarement. Bien sûr. Pourquoi c'est rare? Ils font la malaria. Bon, je pourrais te dire ceci. Vous voyez, les moustiques, quand ils piquent, ils vous laissent le plasmodium dans les sangs. Ok. Ce plasmodium s'éloge au niveau du globule rouge. Quand quelqu'un est malade, qui sont déformés, il y a déjà les globules rouges déformés. Donc pratiquement, les parasites n'arrivent peut-être pas à vivre comme il faut là-dedans. C'est ce qui justifie soit là. Et puis il faut signaler que les globules d'une personne drépanocytaire ne vit que 30 jours. Par rapport à la personne normale, ça vit 120 à 130. C'est comme ça, le cycle du paludisme ne se complète pas pour que la personne puisse tomber malade, dire qu'il a... C'est parmi les raisons. Okay. Oui, c'est parmi les raisons. Voilà. Ok. Pourquoi on le dit comme ça? Mais sinon, il faut aussi la malaria. Ils peuvent bien faire la malaria. Ok. Bon, moi, je pensais qu'eux, ils étaient au moins épargnés et qu'eux ne faisaient pas de palu et tout et autres. Maintenant, le crise de ça pour vous, maman Yasmine, de crise, quand quelqu'un fait de crise, et c'est moi ici, je vais essayer de retenir ça, pardon. Vaso-occlusif. Vaso-occlusif. C'est la vieillesse. Et partout. Non, parce que je voulais quand même différencier. Quand on parle de crise, il y a de ceux-là qui font de crise de AVC, de crise de tension, de crise de tout ça là. Mais un drépanocytaire, quand on parle de leur crise, donc on doit préciser pour que ça ne puisse pas créer de confusion. Donc de crise. Vaso. Eh Seigneur. Non, il a compris la question. Il a compris. Non, vaso-occlusif. Voilà. Yes. Donc, Demain matin, je vais te demander. il ne faut pas me demander. Non. Il ne faut pas venir me demander c'est quoi la crise. Tu ne vas plus oublier ça. Vraiment. Non, c'était donc le crise que font les enfants quand une personne drépanocytaire, un enfant, par rapport à quand une personne devient adulte. Est-ce que le crise reste le même ou ça devient peut-être moins fréquent vu que la personne grandit ou la personne se prend en charge, ou c'est plus quand tu es un enfant que tu fais plus de crises que quand tu es assez grand? Non, c'est la même chose. Yeah. C'est la même chose, les phénomènes restent identiques. Le globule rouge qui prend la forme d'une fossile. Chez l'enfant aussi, ça prend la forme d'une fossile. Donc c'est autant. Et quand ça prend cette forme-là, vous passez dans les vaisseaux sanguins, ça bloque. Hein. Et quand ça bloque, c'est à ce moment-là qu'on sent des douleurs, tout ça. Le sang ne sait plus circuler normalement. Si je pourrais ajouter par rapport à ce que le docteur Léonard vient de dire, en réalité, lorsqu'on parle même des globules, tout ce qui est comme globe, on sous-attend que c'est la forme circulaire, ronde. Maintenant, ce qui fait que nos vaisseaux ne peuvent... les globules circulent facilement dans nos vaisseaux dans leur forme ronde. Maintenant, ce qui fait qu'il y ait des
qui ait des occlusions vaso-occlusives, s'il vous plaît. On a bungi Vraiment, je sais que j'allais dire, dans les globules rouges ont la forme ronde. Pour bien passer dans le sang, ils doivent garder cette forme ronde-là. Mais tandis que chez un drépanocytaire, il se pose un problème. Déjà, les globules changent de forme. Ça devient comme les croissants, comme fossiles, tout ça. Et cela cause, en termes simples, ce qu'on appelle un embouteillage, si on peut dire ça. Ce qui fait qu'il n'y aura pas réellement circulation normale d'abord de l'oxygène dans le sang. Et là où il y a cet embouteillage, les vaisseaux, la plupart des vaisseaux ne s'y portent même pas. C'est là où il y aura maintenant, comme sous forme d'éclatement, si je peux dire ça. Il y a des fissures qui peuvent se faire au niveau des vaisseaux. Oui. Oui. Mais par expérience, maman Yasmine. Pour répondre à ta question, moi je pense que quand un enfant est en train de grandir, donc c'est un peu difficile parce que l'enfant c'est un moment où l'enfant est en train de se développer. Comme par exemple moi, quand j'étais plus jeune, 5 ans, 9 ans, c'était là où j'avais beaucoup plus de crises parce que au fait, mon corps est en train de se développer. Mais quand j'ai atteint l'âge peut-être 10 ans monté, j'étais vraiment stable. J'avais presque pas de crise et j'étais presque pas hospitalisée. S'il y avait des crises, on dealait avec à la maison. Mais grandissant, au fait, même avec les gens dont je partage, quand vous grandissez avec l'âge, il y a aussi beaucoup, vous réalisez que vous avez maintenant beaucoup de complications, beaucoup de crises parce que le corps, au fait, une personne normale, le corps déjà se fatigue à un certain âge. Et avec chaque crise que la personne est en train de faire, il y a des complications. Comme par exemple, il y a de ceux-là qui ont des complications au niveau de rein, au niveau de foie, au niveau du cœur, par exemple. Du coup, quand l'âge avance, des petites choses là font que, avec chaque crise, au fait, il y a des complications, comme je viens de dire. Ce qui fait que ça devient un peu plus fréquent quand la personne grandit. Oui. OK. Donc, parlons de crise et tout, docteur Léonard. Il y a de ceux-là qui présentent le couleur des yeux, par exemple, qui deviennent jaunes. Et puis, il y a de ceux-là aussi qui ont souvent tendance à avoir des ventres qui... parlons de l'aspect physique de certaines personnes qui vivent avec la drépanocytose. Qu'est-ce qui cause cet changement-là physique, je peux dire déformation physique? Bon, tout à l'heure, le docteur était en train de dire, quand il a parlé de la forme que prennent les globules rouges des personnes malades. Quand le globule rouge est déformé, il ne sait pas circuler normalement dans les vaisseaux sanguins. Ce qui crée maintenant une déficience en oxygène. Par exemple, vous avez besoin de tableaux. On peut s'habiller sur le tableau, quoi. On peut écrire photo, écrire parce que cette explication est une explication, peut-être il faudrait qu'on puisse. Non, pas du tout. Donc, quand il y a un manque d'oxygène, ça crée ce qu'on appelle l'hypoxie. Papa, c'est ça, non? Oui. Le blocage de. Oui. Yeah. Au fait, c'est ça, quand ça a changé la forme. Oui, quand ça change de forme, donc ça ne sait plus circuler normalement, ça bloque, et puis avec le globule rouge qui n'atteint pas son l'âge adulte, il meurt avant d'atteindre 120 jours. Et c'est qui crée cette situation. On est en train de parler de ça. Tu vois comment ça a changé de forme et puis ça a bloqué. Mais non, c'est ça qui crée l'aspect physique qui soit... Oui, qui fait qu'il y a manque d'oxygène. Et le manque d'oxygène crée qu'il n'y ait pas, disons qu'il y ait trop de globules rouges morts qui meurent vraiment avant d'atteindre l'âge de maturité. Et c'est qui crée cette situation-là de jaunisse. Dans les yeux. Oui, cette situation-là de jaunisse. Et puis, tous ces globules rouges qui meurent avant vont dans la rate. Ce qui fait que la rate prend de volume qu'on appelle en termes techniques splénomégalie. Splénomégalie. Aujourd'hui, vous allez me tuer avec les termes. Non, mais c'est venu de l'anglais. Spleen, c'est en anglais, au fait.
splénomégalie. Ouais. Donc, c'est quand le globule rouge de malformation qui meurt Les globules rouges qui meurent et qui vont se C'est retrouver stocké. dans la rate. stockés dans la rate, qui est leur cimetière. Oui, c'est en réalité ça. Donc, on peut dire que la majorité, Donc, ça, la majorité de gens ont leur orgasme là, organe enlevé, en fait. On enlève ça. Oui, oui, il y a des gens, c'est pas assez vital parce qu'il y a des gens qui vivent sans ça, au fait. La plupart des patients qui sont drépanocytaires, au fait, à un moment, ils doivent enlever ça parce que ça c'est juste gonflé, ça ne fait rien, au fait. On enlève ça. Okay. Et pour les yeux jaunes, si je peux ajouter ce que papa a dit, souvent aussi c'est facile de savoir quand une personne a baisse de sang ou alors quand une personne va peut-être faire une crise. Tu peux aussi savoir par les yeux. Les yeux vont devenir très jaunâtres et du coup tu sais que you better watch out, you know. Oui. Ok. Yeah. Mais il y a de ceux-là qui sont drépanocytaires, mais quand vous le regardez, vous ne pouvez pas carrément dire que cette personne est drépanocytaire. Mais Yasmine a expliqué tout à l'heure. Exactement. C'est parce qu'en réalité, on va plus se pencher plus par rapport aux symptômes. Lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a déficit de quelque chose, comme les cas par exemple de la palaire. Pour bien voir ça, c'est lorsque cette personne est déjà dans son étape d'anémie, c'est-à-dire le taux de son sang n'est plus encore à la normale. Pour les cas par exemple de quelqu'un qui a des douleurs généralisées par exemple, déjà le corps humain fonctionne avec l'oxygène. Lorsqu'il y a carence déjà de l'oxygène, parce que les globules rouges, pour ajouter, les globules rouges ne jouent pas seulement les rôles de transporter l'oxygène, mais c'est aussi en même temps d'évacuer, si je peux utiliser les termes simples comme ça, les CO2 qu'on appelle dioxyde de carbone ou COD. En réalité, c'est ça les rôles. Quand vous avez cette carence-là d'oxygène, crois-moi, vous allez avoir beaucoup de symptômes dans votre corps parce que le corps humain a été fait pour respirer avec l'oxygène. Donc, si quelqu'un boit beaucoup d'eau, ça aide, non? Bien sûr, oui, ça aide. Déjà, on demande à tout le monde de boire de l'eau. Parce qu'avec une personne qui est anémique, drépanocytaire, au fait, dans l'eau, il y a l'oxygène, en fait. Et puis, il faut aussi dire que ça aide aussi à évacuer. Tu vois, là où on a dit qu'il y a des blocages, ça aide aussi à évacuer. Yeah. So, ça joue vraiment un très grand rôle et c'est vraiment recommandé. OK. Yeah. Ouais. Mais donc, pourquoi est-ce que c'est pas... genre, ça n'intéresse pas nos États, peut-être, je sais pas. Mais du moins, il y a des associations qui s'y mettent, Bon. qui font, disons, qui sensibilisent les gens. Je sais maintenant, actuellement, que beaucoup de pasteurs commencent à demander, avant de se marier, de célébrer ou bien, comment on dit ça? Bénir un mariage. De bénir un mariage. La condition est qu'elle puisse lui apporter les résultats de l'électrophoreuse de l'hémoglobine pour qu'il se rassure. Donc, nous appelons ça les tests pré-nuptiaux. Il n'y a pas les tests d'HIV, les tests d'hépatite. Ils y ajoutent aussi les tests d'électrophoreuse d'hémoglobine pour permettre les dépistages avant les mariages. Comme ça, ça nous évite des problèmes de marier les gens qui sont incompatibles en termes vulgaires. Mais si je pouvais répondre à la question, moi je pense qu'ici, aux États-Unis, vu que la plupart des gens qui ont la drépanocytose sont de noirs, du coup, moi par exemple, par expérience, il y a des fois où je vais à l'hôpital et je suis en crise, soit l'infirmière, soit le médecin va te demander, tu as été atteint quand? Comme si c'était une Covid ou alors une maladie. Tu sens que ce n'est pas vraiment... les gens n'en parlent pas tellement. Et je me dis que si, peut-être, je ne suis pas en train de dire c'est comme ça, mais si peut-être c'était aussi les Blancs, c'était quelque chose qui impliquait aussi les Blancs, il y aurait beaucoup plus, les gens auraient beaucoup plus en parler, tout ça, il y aurait des campagnes, tout ça, des mobilisations, il y aurait peut-être ils seront en train de faire des research un peu plus avancés.
qu'est-ce qui fait que les Blancs ne puissent pas être impliqués, qu'ils ne puissent pas ça être... ne les concerne pas. Non, qu'est-ce qui fait qu'eux ne puissent pas être malades, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas la drépanocytose au milieu et à Mindélé? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Mais maman Abigail, laisse-moi vous dire qu'en réalité, la drépanocytose touche le monde entier. Si vous regardez par rapport aux statistiques de l'OMS, vous allez vous rendre compte que même côté blanc, il y a ceux qui sont touchés. C'est seulement la question sur l'information. Et plus nous allons en parler, plus ça va aller. Imaginez que vous êtes informé parce que vous vous êtes intéressé à ça. Si aujourd'hui vous informez 5 personnes, ces 5 personnes peuvent encore informer les autres. Et c'est ainsi de suite que l'information va circuler convenablement et cela va pousser aux autres de faire des connaissances ou de faire des recherches sur cette maladie qui ravage vraiment le monde entier. Oui, mais tu sais, il y a aussi une chose que moi j'avais remarqué quand j'étais encore à l'école. Il y avait un cours de biologie que je prenais. Et à peine on parlait des maladies de sang, tout ça. La drépanocytose, c'était même pas une page entière, au fait. C'était juste Du coup, les gens, ils partent à l'école médicale, mais au fait, ils ne savent même pas c'est quoi. Et puis, c'est moi, des fois, quand je vais à l'hôpital, je suis obligée de leur dire, checkez ça, faites ça, faites ça. Mais donc, c'est toi qui leur dis quels examens faire. Oui, je me dis, si le sang est arrivé à tel niveau, il faut faire ça, donnez-moi tel médicament, faites ça. Oui. Parce qu'il y a même des médecins qui te demandent c'est quoi, au fait. Ils sont vraiment perdus. Ah bon? Mais ce n'est pas du tout un problème. Parce que quand vous venez devant un médecin, en réalité, le médecin fait ce qu'on appelle l'anamnèse. Les questions que le médecin vous pose, c'est aussi par rapport à vos antécédents. Pour savoir quand vous avez ce genre de crise, quand vous avez ce genre de problème, qu'est-ce qu'on vous donne souvent? Ce n'est pas du tout un problème. Là, il ne faut pas seulement... Apprendre au médecin. Non, en tout cas, sachez on va vous apprendre à vous, le médecin. C'est comme ça, like regimen, on appelle ça regimen. Mais il y a des fois, tu sens au moment qu'il y a aussi l'ignorance quelque part. Et c'est ça vraiment mon problème, parce qu'ils ne sont pas assez informés. Je me dis, s'il y avait assez d'informations, peut-être on serait loin, même dans les research pour chercher la cure, tout ça, on serait loin. C'est juste parce que ils ne font pas tellement de bruit, quoi. Oui. Parler de la cure, est-ce que ça s'est guéri? Je crois qu'on a parlé de ça l'autre fois, mais par rapport aux médecins qui sont ici sur ces plateaux, est-ce qu'on peut guérir de la drépanocytose? En tout cas, s'il faudrait répondre à une question, la réponse directe est que c'est non d'abord. On soigne les complications, c'est-à-dire si le patient qui est devant vous présente par exemple les douleurs généralisées, là on va lui donner des antalgiques, ou je peux utiliser les termes simples, les médicaments antidouleurs. Si le patient qui est devant vous présente une anémie, c'est par là que vous allez maintenant suppléer ces patients avec une alimentation pour l'aider à retrouver son taux d'hémoglobine normal. C'est-à-dire, s'il faudrait parler du traitement, en tout cas, sur base de recherche sur terrain, il n'y a pas encore un traitement spécifique de la maladie. Non. Parce que ce n'est pas d'abord une maladie causée par un pathogène, c'est quelque chose qui est génétique. Quand on parle de génétique, c'est déjà héréditaire. Donc, ce qui veut dire que ce que nous allons traiter, en réalité, ce sont des complications ou des symptômes qui se présentent. Donc, c'est un peu ça. Pour paraphraser ce qu'il a dit là, moi, j'ai déjà connu une dame de 56 ans. Il est venu au labo pour se faire examiner. Évidemment, il était recommandé par un médecin, un autre médecin. Quand on a fait l'examen d'électrophorie d'hémoglobine, on a constaté que cette dame-là était SS. C'est même douté. On a repris 3 fois, ça a donné les mêmes résultats. À l'époque, je travaillais encore chez le professeur Mouyembe. Quand il est venu, on lui a fait part de ça. Lui aussi, il a douté, vu l'âge de la dame, 56 ans. J'ai été obligé, en tant que responsable du labo, comme on garde toujours les coordonnées des malades, on n'a plus les numéros de téléphone, on a appelé la dame. Puis je suis rentré refaire les prélèvements pour qu'on se rassure. À ce moment, j'ai essayé de poser quand même certaines questions à la dame. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous avez des enfants? Elle a dit, elle
dans sa vie. Elle a fait un enfant. Mhm. Malheureusement, l'enfant est mort. Et puis, depuis lors, elle n'a jamais eu d'enfant. Mhm. Elle n'est même pas mariée. Elle a 56 ans. Donc, on peut bien vivre quand on arrive à mieux soigner les complications, comme Oui. le docteur a dit tout à l'heure. Vous pouvez bien vivre. Mhm. Donc, je pense qu'on peut même atteindre 60 ans. Oui. S'il le faut, Oui. question seulement de bien respecter Mhm. son régime alimentaire et Mhm. puis respecter son traitement. Mhm. Donc, combattre réellement les crises. Les crises, mais qu'en est-il du greffage? Exactement. Le greffage, en réalité, ça fait partie aussi du traitement, la prise en charge en réalité. Mais déjà, Pas comme on donné à le tout le disait, monde, hein. quand vous prenez déjà la définition, D'ailleurs, ça coûte et puis cher ça pour coûte commencer. cher parce que la drépanocytose, même la prise en charge de ces crises-là, c'est par stage, par étape. C'est pas tout le monde qu'on va faire la greffe, par exemple. C'est pas tout le monde qu'on va donner directement l'acide folique. Non, c'est-à-dire il y a des stages par stage. Si la patiente ou le patient qui est devant vous doit subir cette greffage, là, d'accord, pour son cas, je peux vous rassurer que ça ne coûte pas moins cher. Ce n'est pas la portée Mais il y de a tout le une monde. personne que je suivais sur les réseaux sociaux qui était une fille là, Mhm. qu'elle disait si vous êtes drépanocytaire, donc c'est indispensable, vous ne pouvez pas vivre sans l'acide folique. Donc, quand vous dites que c'est par stage, ça veut dire qu'il y a certaines personnes auprès de qui on prescrit folic acid, et Mhm. puis il y a certains auprès de qui on ne peut pas prescrire C'est ça. par précaution simplement quand elle te dit ça. Exactement. Moi, elle dit elle ne peut pas C'est parce qu'elle vivre sans elle ça. n'est pas un corps médical aussi. Parce que vous imaginez que quelqu'un qui est drépanocytaire, même les antibiotiques, en réalité, on ne donne pas les antibiotiques pour la prévention. Mais du côté des drépanocytaires, on leur donne cet antibiotique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a déjà décès de ces globules rouges dans le corps, ce qui veut dire que vous aurez des cellules mortes et cela peut poser des infections. Donc, quelqu'un pareil est obligé, en réalité, pour mieux vivre, par prévention, lui donner, par exemple, des antibiotiques. Mais Mhm. pas à un taux élevé aussi, parce que à un moment, le corps ne va plus encore supporter. Exactement. Vous allez maintenant développer une défense contre ces antibiotiques-là. Ok. Donc, les traitements, c'est par étapes et par symptômes pour mieux dire cela. Mais parlons d'acide folique, en tout cas, c'est la majorité au fait. Mhm. Parce que moi, je sais pas, je pense pas que j'ai déjà rencontré un drépanocytaire qui me dit qu'il ne prend pas. Mhm. Au fait, moi, je pense que c'est vraiment parmi les grands éléments qui aident aussi Mhm. avec le taux de sang, tout ça. So, moi, je pense, selon moi, que c'est vraiment indispensable au fait. Indispensable. Donc, les gens. Je crois que c'est à cause de ça qu'on prescrit le folic acid de femmes qui sont enceintes. Parce que, comme vous avez Pour dit tout à éviter l'heure. l'anémie. Oui. Ok. Mhm. On revient encore sur le Parce qu'une femme enceinte, de l'anémie. être anémique en même temps, d'abord, ces femmes enceintes sont prédisposées déjà à À faire l'anémie. l'anémie, ok. Et quand il est encore drépanocytaire, elle est encore drépanocytaire, vous imaginez ce qui va arriver. Donc, Donc, la c'est la grossesse et prévention la déjà pour éviter drépanocytose. qu'il y ait l'anémie. Yes. Une personne doit être suivie à la lettre. Mhm. Donc, si on peut le dire comme ça. Ouais. Alors, nous sommes en train déjà d'arriver vers la fin de cet entretien. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on puisse sensibiliser, donner un soutien de sensibilisation aux personnes qui nous ont suivis, surtout pour vous, Maman Yasmine, par rapport aux associations. Déjà ici aux États-Unis, comme vous avez dit, le médecin, déjà, il y a de ceux-là qui ne sont pas informés, qui ne savent pas de quoi il s'agit ou à quoi ils ont affaire. Y a-t-il des organisations ici, aux États-Unis, précisément ici à Dallas, qui aident donc de personnes vivant avec la drépanocytose? Bien sûr, il y en a. Il y a ce qu'on appelle, il y a aussi des support groups. Ok. Donc, du coup, quand une personne est là-bas et que vous avez besoin d'un médecin, vous voulez changer votre médecin ou bien vous avez besoin d'informations quelconques, et puis c'est vraiment un groupe, on se soutient parce que chacun, en fait, moi, je connais ta bataille, je peux facilement relate to you. So, c'est-à-dire, on est là en train de se consolider, quoi, parce qu'on sait au fait que c'est comme une force, quoi. Nous tous, on vit ensemble comme une force et du coup, on sait partager les informations, on peut partager ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment, oui, il y a des support groups, il y en a plusieurs même.
Ok. Oui. Et docteur Léonard, pour vous, par rapport au dépistage, le test, je crois, au Congo, précisément à Kinshasa, il y a deux gens. Actuellement, nous conseillons toujours aux jeunes gens à l'âge de se marier, de se faire dépister. Nous le disons aux jeunes, nous le disons aux pasteurs qui sensibilisent dans leurs églises et les jeunes, ils le font. Je me rappelle, au labo, on recevait des groupes de gens, des chapelles des vainqueurs. Ils viennent, des gens là où le président va prier, le Philadelphie. Oui, ils venaient aussi. Donc les pasteurs commencent à sensibiliser les gens, vraiment pour accepter de célébrer les mariages religieux, tout ça. Ils demandent vraiment absolument les tests de l'électrophorèse d'hémoglobine. Mais ceux-là qui n'ont pas l'âge de se marier, est-ce qu'ils ont l'accès? À l'école aussi, il y a certains gens qui passent pour faire ça. Pour faire... ils ont parlé de l'électrophorèse d'hémoglobine. Oh, donc la sensibilisation, les gens qui partent sensibiliser les gens à l'école pour leur parler de ça. La fondation Denise Niakeru qui s'en occupe aussi. Ok. Il y a aussi le centre Mabanga. Je ne sais pas là où ça se trouve, mais c'est aussi un centre qui s'occupe seulement des gens de drépanocytose au fait. On en charge les personnes de drépanocytose. En passant déjà aussi chez vous, à l'amour, vous faites aussi nous faisons les tests pour les dépistages, les tests d'électrophorèse d'hémoglobine. Donc, n'importe qui peut venir. Ici chez nous, même s'il n'est pas recommandé par un médecin, nous les acceptons, ils peuvent se faire dépister. Parce que ici, tu ne peux pas seulement aller... Bon, en fait, c'est difficile déjà parce que aussi les gens ne savent pas, mais il y a des moments où parfois tu peux t'acheter, pas acheter, comment dirais-je, recommander, to order, certains tests que tu peux faire, mais 2 fois, ça exige assez qu'il y ait un note du médecin. Bon, je crois que dans les cas d'électrophorèse, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça parce que les médecins n'est pas obligé. Et aussi, c'est une chose aussi qu'il faudrait quand même mettre aussi dans la tête de nos téléspectateurs, que vous n'êtes pas obligé d'attendre seulement au moment, par exemple, de se marier pour aller se faire, si on peut utiliser les termes, se dépister, par exemple. Non, il faudrait déjà savoir votre état. Comme ça, quand vous serez devant un fait accompli, vous savez déjà à quoi vous avez affaire. Exactement. Donc, mais ici, il y a même pas des centres, vous voyez, comme des laboratoires. Des labos, oui, il y a des comme je dis l'autre fois, de la coop. Tu vois, quand tu vas chercher un travail, on t'envoie dans des cliniques pour faire les samples, tout ça. Il y a dans ces genres de centres aussi, ils font aussi des trucs. La dernière fois que j'ai checké, c'était à 198, donc disons $200. C'est bien. Yeah. $200 à peu près. Oui. $200 les tests. Oui. Étonné comme ça. C'est surtout que ce sont des laboratoires privés aussi. Oui, c'est parce que nous, on pensait $200 au Congo. Ouais, je ne crois pas qu'à l'amour, quelqu'un peut dépasser. Maman, au Congo, oui, que ça examen, il y a l'électrophorèse, il a foutu $200. Ok. La personne ne va pas le faire. Et puis là-bas aussi, on fait ça, INRB, quelque chose comme ça. Il y a maintenant des même à l'amour, on les fait. À l'INRB, je ne pense pas parce qu'il y a quelques années, ils venaient sous-traiter chez nous. Ils venaient sous-traiter à l'amour. Ouais. Mais du moins, les grands labos privés le font. Ouais. En passant, il y a une personne qui nous a suivis qui est au Congo, docteur Léonard. Si vous pouvez leur donner l'adresse, vous avez dit que chez vous, vous faites l'examen. Et surtout, rassurez-vous, ça ne coûte pas $200. Donc, si vous pouvez communiquer l'adresse. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher pour ceux qui sont à Kinshasa et qui connaissent les grands hôpitaux de prêtres, la clinique Bondeko. Il suffit d'entrer, de vous tourner le dos à la clinique Bondeko, vous entrez sur Tropique, la grande avenue à votre gauche. C'est ça l'avenue Loubeuf où se trouve l'amour. Loubeuf ou le numéro 4B. Nous, le 4B. Donc, vous qui êtes à Kinshasa, vous pouvez aller vous faire dépister là-bas. Et comme on disait tout à l'heure, ça ne coûte pas cher.
Donc, pour les gens qui sont ici aux États-Unis, comme on était en train de dire, là, je crois partout, hein, président, même le LabCorp, les tests diagnostiques, ça existe partout, pas seulement ici à Dallas. Oui, ça existe presque partout. Donc, surtout que c'est déjà privatisé, donc c'est presque partout. OK, donc partout où vous allez nous suivre, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous faire dépister pour savoir votre état. C'est quoi, l'état sérologique ou l'état hématologique? Hématologique? Son électrophorèse. Son électrophorèse. C'est pas l'état. Vulgairement, on dit ça. Les gens ne savent pas quand on dit l'électrophorèse. Les gens pensent le facteur Rhésus, les AA, les A positifs. Mais je tiens à signaler, moi je me rappelle à l'AMO quand ils font le test, et là c'est toujours accompagné avec les tests prénuptiaux. On demande le groupe sanguin, on demande l'électrophorèse, l'hémoglobine, on demande les HIV et puis... ça fait partie des tests prénuptiaux, les tests que les médecins demandent avant que les gens se marient. OK. Mais si je dois ajouter quelque chose, on est en train de dire les pasteurs. Mais moi aussi, je pensais, l'autre fois, quand j'ai donné le message, je me suis adressée aux pasteurs, mais j'ai réalisé aussi, pourquoi pas en famille, avant de recevoir la dot, quand votre fille vous amène son fiancé. Mais moi, je vous avais déjà dit ça. Vous savez, maman, ceux qui savent, mon père, il est là, ceux qui savent, quand lui, papa, il aime, ça. Son électrophorèse. Voilà. Parce que lui, le médecin, il supposé maintenant que d'autres papas, d'autres mamans qui ne sont pas de médecins, du coup, moi, je pense que la responsabilité revient à tout le monde, pas seulement le pasteur, mais à la maison, quand votre fille ou votre fils vous amène quelqu'un, demandez d'abord, you know. Mais pour vous insistez parce que vous évitez le risque où, en fait, vous ne pensez pas, si pour vous, Dieu a fait une grâce et que si jamais votre enfant a mené pour vous un homme ou une femme qui est aussi AS, Dieu aussi pourrait faire grâce. Non, j'ai dit en réalité, en tout cas, j'ai préféré répondre à la pensée. C'est quand on ne sait pas que Dieu agit. Voilà. Quand vous savez, c'est-à-dire vous entêtez, bon, là c'est à votre risque et péril. Ce n'est pas seulement la grâce en réalité, parce que là, c'est la science. C'est la probabilité. D'abord, c'est une probabilité. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que comme absolument, papa et AS, maman et AS, que vous allez totalement avoir des enfants qui sont homozygotes SS. Non. C'est-à-dire c'est toute une probabilité. Il peut se faire que vous avez 4 enfants, tous les 4 enfants sont AS. Il peut se faire que vous avez 4 enfants, vous pouvez avoir AA, parce que c'est une probabilité quand vous avez AS, vous allez avoir la probabilité de 25% qui vous donne homozygote A, vous avez 50% qui vous donne hétérozygote AS, et vous avez 25% qui vous donne homozygote SS. C'est tout, cela ne veut pas dire que 4 enfants, vous avez un enfant SS, 2 enfants AS, non, c'est toute une probabilité. Mais seulement on n'encourage pas cela. Exactement. On préfère faire une campagne dans le sens où, quand vous êtes devant votre prochain époux ou votre prochaine épouse, c'est toujours très important, avant de s'enfoncer et faire risquer les enfants qui sont des innocents, il est préférable d'aller se dépister. C'est très important. Maintenant, tu t'imagines, dans ces probabilités-là, tu sors tous les SS. Exactement. C'est aussi une probabilité. C'est aussi une probabilité. Donc, non. Ça, en tout cas, non. Mais dis-moi, je crois que les gens qui nous ont suivis, ils sont maintenant informés. Vous vivant aux États-Unis, je crois aussi en Europe aussi. Je crois si vous partez demander le test d'électrophorèse, que vous soyez malade ou pas, vous serez en mesure de le faire. Alors à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, on essayait juste de sensibiliser les gens, de vous sensibiliser par rapport à cette maladie qui tue pas mal un grand nombre de personnes. Alors nous vous demandons de grâce, faites-vous dépister. Pour ceux-là qui sont malades, nous vous encourageons et nous voulons aussi que vous puissiez savoir qu'il y a une prise en charge, comme maman Yasmine disait, il y a des organisations de
Non? Non, moi j'ai Groupe dit de support soutien. group. Support group, voilà. Le support group, je crois aussi, au Congo, je crois que ça existe. Ici en Amérique, ça existe. Je crois aussi en Europe, ça existe. Qui va vous aider et qui va vous accompagner dans votre combat, si je peux dire ça comme tel. Alors, pourquoi vous allez rester à la maison pour ne pas aller vous faire dépister? Pourquoi vous vous marierez sans pourtant savoir votre électrophorèse? De grâce, faites-vous dépister. Alors, je vous aime beaucoup. Je crois que quelqu'un a trouvé une réponse à sa question pour l'émission de ce soir. Je vous demande de vous abonner, je vous demande de partager. Si vous avez encore de questions, n'hésitez pas à poser des questions. Et je crois que nos docteurs, nos deux docteurs qui nous ont fait le plaisir d'être ici ce soir vont répondre à vos questions d'une manière ou d'une autre. Mais quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt.